Ouais. On était rendu dans une drôle de maison. Ouais. Une maison où on tourne en rond. Une maison dont on ne peut pas sortir. Celle du Parlement européen. Et même le sigle, pour ceux qui le connaissent, c'est un amphithéâtre avec les travées de l'amphithéâtre. Et ça fait comme sur 3/4 du sigle. Et ça fait comme un labyrinthe. Et le bout du labyrinthe, où vous alliez, c'est le drapeau européen. C'est les 12 étoiles. Les 12 étoiles qui sont les 12 étoiles du marial, en fait, normalement de la Vierge de l'Apocalypse. Mais sans Marie. Il ne reste que l'Apocalypse. Ouais. Réfléchir au symbole. Parfois, je vous invite à regarder un peu plus tard le symbole de l'OMS. Quand même. Pas clair quand même là. Hein. Peut-être faire un petit article dessus dans le Dauphiné libéré là. Et donc on discute toute la journée des sujets que vous imaginez. D'autres on n'a pas le droit de parler, bien sûr. Mais bon, sauf qu'on n'est que des scientifiques, des chercheurs et des médecins en train d'exposer les faits. Et pendant 8 heures d'affilée. Et à la fin, je vais voir les 3 femmes qui jouaient le rôle d'huissier. Garder les portes, etc. Et qui ont passé la journée avec nous, à vérifier que tout allait bien, etc. Et je vais les voir pour les remercier. Je leur dis, merci beaucoup, voilà, 8 heures d'affilée, chapeau, puis voilà, tout s'est bien passé, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Une petite attention, quoi. Puis j'en profite, je lui dis, mais vous avez entendu quoi? Qu'est-ce que vous avez compris avec vos mots à vous, là, de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça vous étonne, ça vous choque, ça vous questionne? Et il y en a une d'emblée qui dit, ah non, en faisant ce geste-là, ah non, moi, vous savez, j'étais dans mon travail, j'ai rien pu écouter, c'est pas vrai. Comme si quelqu'un avait erré dans cette salle pendant tout le temps, 8 heures d'affilée, et n'avait rien entendu. Il y a des PowerPoint et tout ça, hein, c'est même pas juste des gens en train de parler. Là, je perçois le déni. Je ne veux pas sortir de ma maison. Je ne veux pas sortir de ma réalité. Je ne veux pas sortir. C'est tellement inquiétant. Et effectivement, par contre, donc ça c'est une sur les 3. Puis il y en a une autre, par contre, si je repars, bon, comme ça, je dis merci. Il y en a une qui me rattrape un petit peu plus loin que ses 2 amis. Je dis, oui, moi je pensais bien qu'il y avait un doute, mais je ne pensais pas que c'était si gros, quoi. Merci d'avoir parlé de ça, ici. Et donc il y a la parole. Et puis la fin de la réunion approche. Et finalement, tous les scientifiques de tous les pays du monde se réunissent en bas pour la photo de famille, quoi. Et tout le monde est content, il y a une ambiance légère, gaie, on coopère ensemble, on va faire des trucs super, on s'échange les numéros de téléphone, les mails et tout ça. On est content d'être ensemble, de plein de nationalités différentes, avec tout plein de regards qui se complètent et qui ne voient pas au même endroit. Et on sort. Je rediscute avec l'huissière en question, qui n'avait rien entendu de ce qui s'était passé. Et là, quand même, c'est elle qui vient me voir et qui me dit « Ah, ça a l'air sympa quand même, il y a une bonne ambiance entre vous. C'est beau, hein? C'est pas toujours comme ça au Parlement européen. Hein ?» Ah, ça veut dire que la brèche d'entrée, la façon peut-être de rentrer en interaction, c'est pas en balançant à la gueule des gens que l'ensemble de leur réalité, du cocon maternel, en fait, est une fiction, une illusion, quelque chose qui ne tient pas debout, qui est voué à s'effondrer. Ça, c'est trop violent. Et il faut trouver une autre façon de faire. Peut-être donner envie de rentrer dans le plus grand. De dire, mais ouais, j'ai envie d'explorer ce que vous essayez d'explorer, parce que ça a l'air quand même sympa. Ça a l'air plein d'aventures et assez joyeux. Et je l'ai dit plusieurs fois, je vous le redis aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça peut sembler trivial, hein, c'est une expression un peu humoristique, vous comprenez. Hein, mais qu'il y a des gens qui veulent surfer une énorme vague, ils veulent aller changer les choses au Parlement européen, ils veulent aller, je sais pas où, le Parlement européen n'a aucun pouvoir, hein, je le dis tout de suite. Hein. Il y a des lobbyistes partout, par contre, hein, chaque parlementaire est assailli de 7 ou 8 lobbyistes,
donc qui sont en général des jeunes femmes de 25-30 ans, drôles, intelligentes, parlant 5 langues, et prêtes à dégainer leur téléphone portable pour faire une petite interview avec l'ONG, machin, l'ONG truc, ou telle entreprise, ou tel Pfizer. Et donc chaque parlementaire a lui, lobbyiste, collé à lui, quoi, globalement, qui est sa cour. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est très étonnant. Mais il ne décide rien, vous le savez. Giscard l'avait dit sur son lit de mort. Il a dit on a fait très attention à ce que le Parlement européen n'ait aucun pouvoir. Il y a encore les vidéos. Mais donc vous êtes dans une espèce de grenouillage étrange, assez malsain. Il transite beaucoup d'argent, beaucoup d'espions, beaucoup d'informations. Et en même temps assez fascinant, parce que vous êtes au carrefour de plein de nationalités différentes, de plein de gens qui se croisent. Effectivement, vous discutez avec le parlementaire croate. La vision du monde du parlementaire croate, c'est pas la vôtre, quoi. Hein. Et c'est pas le même regard sur la question de l'Ukraine, la question de la Russie, etc. Lui, il est à tampon, quoi, quelque part. Donc c'est très intéressant. Mais tout ça pour vous dire que est-ce qu'on peut essayer de prendre soin de la personne en face, de prendre du temps pour pas lui balancer notre propre peur à la figure. Parce qu'en fait, balancer sa peur à l'autre, c'est une façon de vouloir prendre le pouvoir sur lui. Et donc, il est normal que la personne en face veuille se défendre. Si on vous balance la peur là, toute la journée là, du terrorisme, vous avez compris que c'était pour vous faire peur et pour vous prendre le pouvoir sur votre vie, pour vous empêcher même de créer votre ritualisation, pour vous emmener là où on veut vous emmener, comme un troupeau, comme du bétail, comme un cheptel, bien docile. Vous savez peut-être, pour ceux qui ont des enfants un peu jeunes, que maintenant, à l'école, tous les 3 mois, dans certaines écoles, 1 fois par an ou 2 fois par an pour d'autres, on fait mettre les enfants sous leur table pour une simulation d'attaque terroriste. Ouais, c'est ça qu'on fait à l'école. Ouais, c'est ça qu'on fait à l'école. On simule une attaque terroriste. C'est-à-dire qu'au cœur d'un endroit qui devrait être une safe place, un endroit sécure, un endroit où tout va bien, l'école, en sécurité, une figure d'attachement, la maîtresse, le prof, cet endroit-là, en fait, rien n'est stable. Du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, un terroriste peut arriver et vouloir tous vous tuer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous apprend à faire dans ce cas-là? À vous mettre sur la table et à vous taire. Les réactions face à la peur physiologique, vous savez, hein, fight or flight, se battre ou s'enfuir. Et la troisième solution, tomber par terre et faire semblant d'être mort. Il y a certains animaux qui font ça. Hein, parce qu'ils n'ont pas la ressource pour se battre ou pour s'enfuir. Mais si vous faites ça, vous faites semblant d'être mort, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà un zombie. Il y a plein de gens qui ont fait ça, là, dans ce qui s'est passé les 3 dernières années. Ils ont préféré ne pas voir, ils ont préféré le déni, ils ont préféré faire comme s'il ne se passait rien. Parce que sinon, c'était trop douloureux. Sinon, ça voulait dire qu'il fallait se battre. Ou qu'il fallait s'enfuir. Mais ça veut dire qu'il faut partir du paradis. Il faut quitter sa maman, il faut quitter la réalité bien confortable qu'on s'est bâtie, avec sa bagnole, sa baraque, son salaire, sa position sociale. Mais ce qui est très réjouissant, dans les 3 dernières années qui se sont passées, c'est que malgré toute la difficulté que ça comporte, beaucoup de gens l'ont fait. Et je pense que si on devait sonder dans cette salle, là, quelles personnes sont en transition dans leur vie, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément j'ai quitté mon mari, ma banque, voilà, mon boulot, non, certains secteurs qu'il fallait faire bouger. Je pense qu'on est assez nombreux en vrai à avoir amorcé une transition de vie, un changement dans notre ritualisation du quotidien et de notre réalité. Et personne n'a dit que c'était confortable, hein. Personne n'a dit que c'était facile. Et c'est là que c'est intéressant de voir que l'entraide donne beaucoup de support. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit merci. J'ai dit mais pourquoi? Moi je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Et ils m'ont dit mais grâce à vous, j'ai su que j'étais pas seul et que j'étais pas fou. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont écouté ce qu'ont dit Raoul, Kéron, moi ou d'autres, au fond, ils avaient déjà l'intuition que ça allait pas. Ils sentaient bien qu'il y avait un loup, quoi. Et il y a des gens, parfois, c'est des gens très simples, hein, des gens qui travaillent la terre, qui sont au contact du réel, justement. Ils ne sont pas dans le monde des diplômes et de l'imaginaire, etc. Non, ils manipulent de la terre. Et eux m'ont dit, ça pue, ça fait rien. C'est pas vrai, en fait, ce qui est en train d'être raconté. Mais ils avaient besoin d'une figure d'attachement, d'un point de repère et d'une ritualisation.
Et si vous remarquez, Raoult, il a fait ses vidéos tous les mardis. Et tout le monde attendait le mardi la vidéo de Raoult pour je refais le plein un peu, ça va mieux, quoi. Le CSI, le Conseil scientifique indépendant, c'est tous les jeudis soirs. C'est volontaire, c'est ritualisé. Ils font de la même façon, quoi. Et il y a même des gens qui nous ont dit ça. Ah, le CSI, pour moi, c'est comme la messe. Je comprends pas. Ah, mais je comprends rien, mais ça me fait du bien. C'était drôle, quand même, ce témoignage-là. Et puis, j'ai encore eu d'autres témoignages. Une personne, je veux dire, âgée un petit peu, hein, parce que je sais que la moyenne d'âge dans nos salles est entre 60 et 80 parfois, 50 et 80, avec beaucoup de gens qui disent, ils sont où les jeunes, ils sont où les jeunes. On est samedi après-midi, c'est normal, ils guinchent, voilà, ils se décotent, voilà. Et tant mieux, c'est pas eux qui changeront le monde, quoi. Et un grand nombre d'entre eux, ils savent même pas s'ils sont des garçons ou des filles, quoi. Ça va être compliqué après d'aller... Et je dis ça en plaisantant un peu, mais vous savez que c'est un problème. Ouais. En tout cas, c'est un questionnement, quoi. Hein. Moi, je ne fais pas de jugement ni rien, mais je ne pense pas qu'on puisse commencer à prendre soin du monde dans son ensemble si déjà on n'a pas pris soin de soi. Et donc, quand on ne sait même pas qui on est, où on habite, comment on est incarné, il y a quand même des chances que voilà, on ne va pas pouvoir décider collectivement de comment se passe la ville, le département ou le pays, quoi. Parce qu'on tourne quand même pas mal autour de son nombril et voilà, les autres ont du mal à rentrer dans cette réalité-là. Et donc, cette personne qui devait avoir 80 ans, quelque chose comme ça, me dit, mais moi, tu sais, quand c'est arrivé tout ça, ma petite flamme, elle a vacillé, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je vis encore, quoi? Pourquoi je suis encore dans ce pays? Pourquoi... Je m'en fous, en fait, maintenant, de tout ça, quoi. Mon espoir est soufflé, quoi. Et puis c'est arrivé. Et puis les collectifs sont... Puis des groupes se sont rassemblés. Et là, elle me dit ça, elle ressemblait à une jeune femme, hein, vraiment, d'un coup, pouf, elle n'avait plus 80 ans, quoi, elle avait 25 ans. On a même fait un resto clandestin. On était plus que 6. Moi, j'ai trouvé ça très marrant. Et ça m'a donné le goût de vivre. Et maintenant, je fais des ateliers où je transmets la couture à des jeunes. Voilà, toutes les 2 semaines, j'ai 5 personnes qui viennent et je leur montre comment on coud. Et donc, je me sens utile. C'est pas anodin, ça, parce que dans notre société aujourd'hui, les personnes âgées, on considère qu'elles ne servent plus à rien. Elles ont perdu la mémoire. Voilà. Mais dans des EHPAD, on leur injecte du rigotril, quoi. C'est ça qu'on a fait quand même. Hein. On a dit non, mais les visites, c'est pas la peine. Attendez, elle va peut-être mourir dans 1 an, elle ne voit pas ses enfants. Ah oui, mais il ne faut pas qu'elle attrape le virus. Mais attendez, c'est quoi le plus important? Et là, on sait qu'on a une confusion complète sur ce qui est important et ce qui n'est pas. Et il faut y revenir, il faut en rediscuter, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser passer comme ça. Parce que moi, j'ai des collègues, hein, quand je discute avec eux, ils me disent, quand je leur dis alors, ça va depuis 3 ans? Ouais, ça va, pourquoi? Je sais pas, enfin, c'est passé des trucs un peu, non? Ouais, je suis en train de creuser une nouvelle piscine. Ouais, je vois, c'est intéressant. Mais rien sinon? Non? De quoi tu parles? On t'a foutu en tôle chez toi? On t'a fait signer une auto-attestation pour avoir le droit de partir d'1 kilomètre? Tu te souviens de ça ou pas? On a empêché que tu vois tes grands-parents? Tu te souviens de tout ça ou pas? Non, il y a blackout pour le grand nombre. Parce que c'est trop douloureux à regarder. Donc un des enjeux, ça va être de rediscuter de ces choses-là, de les remettre au cœur de la société. Et donc, je vous prenais l'exemple de cette personne âgée pour vous dire, mais peut-être que l'action aujourd'hui, elle n'a pas vocation à être grandiose, comme je vous disais au Parlement européen, mais plutôt à devenir banale. Banale au sens médiéval du terme. Le four banal, le moulin banal. Vous savez, c'est le four qui est au milieu du village, qui est en commun, dont on prend soin ensemble, et où on se donne les règles ensemble de ce que c'est. Ça ne va pas se passer sur Twitter, ça va pas se passer, il ne se passe rien sur Twitter. Twitter, c'est la société du spectacle. Il y a une boucle d'éternel retour, c'est comme le Parlement européen, quoi. C'est la maison qui rend fou, ça tourne en rond, ça ne sert à rien. Non, c'est banal. C'est avec le journaliste du Dauphiné Libéré, je vous invite à vous lever, qu'on se réconcilie, qu'on arrive à se parler. Là, vous interviewez les gens, vous dites, mais vous venez chercher quoi aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Vraiment? Fouché, c'est un prétexte.
Et là, qu'est-ce qu'il entend, ce journaliste-là, quoi? Ben, il entend peut-être le fil rouge de l'humanité, ce qui la relie ensemble. Les sociologues, ils parlent de protension collective positive et de protention collective négative. Ils disent, pour tenir ensemble un groupe social, il faut des protensions collectives positives. Protension, ce vers quoi on va, collective ensemble, positive, super mon pantalon, je suis désolé, j'ai pas de avec le micro. Et, positive, qui donne envie, quoi. Vers quoi on va ensemble qui donne envie. Le transhumanisme néolibéral, mondialisé, non, ça a l'air sympa. Hein. On ne meurt pas, hein. Mais enfin, on va souffrir longtemps. Hein. Ça donne pas envie, ça. Une espèce de promesse de toute puissance derrière votre téléphone portable, si vous avez le bon abonnement. Si vous n'avez pas le bon abonnement, vous êtes le blaireau, hein. Vous êtes l'esclave. Ben, on va être nombreux, hein, les esclaves de ceux qui auront le bon abonnement. Hein. Ouais. Je n'ai pas vu mon portable, mais je n'ai pas le bon abonnement à l'évidence. Je n'ai pas de smartphone et je n'ai pas mon portable sur moi. Donc ça, c'est la protention collective positive. Avant, il y en avait. Hein. Ça pouvait s'appeler le communisme, ça pouvait s'appeler la République, ça pouvait s'appeler le catholicisme, ça pouvait s'appeler comme vous voulez. En gros, c'était des idées, des valeurs qui donnaient envie, quoi. Là, c'est pas sexy, hein. Le transhumanisme de Yuval Harari, de Klaus Schwab, de Laurent Alexandre, de Emmanuel Macron et Justin Trudeau, bof, quoi. On sent qu'on va se faire avoir un peu quand même. Et donc, pour tenir une société ensemble, il y a des protensions collectives négatives. Ce vers quoi on va ensemble, qui est négatif, qui nous contraint, qui met des barrières. Quand il n'y a plus rien de positif, c'est le négatif qui prend la place. Parce qu'il faut continuer à maintenir les gens ensemble. Des barrières, des confinements, des lockdowns, des couvre-feux, des masques. Il faut empêcher que ça bouge, il faut contraindre les gens ensemble. Une espèce de crispation. C'est ça qu'elle est en train de vivre, notre société. Elle n'a pas d'idéal commun. Elle n'a rien où elle donne envie d'aller ensemble vers quelque chose. Non, c'est chacun pour sa gueule, mais comme il faut bien quand même vivre ensemble, parce que nous sommes des animaux sociaux, on pourrait s'enfermer chacun dans notre bulle numérique. Hein. Mais donc on va mettre des interdits. C'est nécessaire, il y a quelques interdits nécessaires. On appelle ça en anthropologie les tabous. Hein, le tabou de l'inceste, le tabou... Il y a des trucs, on ne fait pas. On ne couche pas avec sa grand-mère pour devenir président de la République. Ça ne se fait pas. Ou son grand-père. Mais pour ceux qui auraient suivi les hashtags, je ne les prononce pas. Je n'ai pas d'idée sur la question. Je sais qu'en tout cas aux États-Unis, pour Michel et Obama, il y a aussi des doutes, mais il y a moins d'écart d'âge. Non, il y a des tabous, voilà. Il y a des choses, c'est des interdits. Moi, ça me fait souvent penser aux textes anciens. J'ai essayé de ne pas être trop décousu, mais il y a des textes bibliques, et même avant, qui sont très intéressants, qui sont toujours très je dois partir, je suis un esclave. Je suis coincé. Ouais, c'est confortable, mais je suis un esclave. C'est la même chose que la fuite du paradis perdu, c'est la même chose que sortir du ventre de maman, hein, vous comprenez, c'est mon fil rouge là. Je suis un esclave chez Pharaon en Égypte. Je dois partir. Et donc tous les Hébreux disent on doit partir, c'est le texte de l'Exode. Et donc au début, ils se retournent vers Pharaon, Moïse, qui est un peu introduit dans le milieu, puisqu'il est quand même le frère adoptif de Pharaon, vous comprenez, c'est pas l'Hébreu lambda. Il dit let my people go, vous savez, c'est le gospel. Laisse mon peuple partir. Mais Pharaon ne veut pas laisser le peuple partir, ce sont ses esclaves. Donc vous pouvez aller demander, Emmanuel, mets-nous la retraite à 62, vous pouvez. Mais nous sommes ses esclaves, vous avez compris. Ça ne marchera pas. Pas comme ça en tout cas. Mais c'est pas grave, on va le faire. Il y aura les plaies d'Égypte, etc. Puis à un moment, il faut partir. Il faut partir pourquoi ? Parce que si vous ne partez pas, les premiers-nés vont mourir. C'est ça la 10e plaie d'Égypte. C'est tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Tous les enfants vont être sacrifiés. Sauf ceux qui s'en vont. Ceux qui mettent du sang d'un agneau sacrifié sur le fronton de leur porte. Ils prennent le repas de Pessah, qui est un repas qui est pris le sac sur l'épaule pour les juifs. C'est pas un repas où on s'assoit confortablement. Non, c'est un repas où on se tire de ce système. Et personne n'a dit que c'était facile. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas des renoncements. Les Hébreux, ils laissent tout derrière. Ils doivent partir. Sinon, ils tuent leurs enfants.
Et donc ils partent, mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible, il y a la mer Rouge, c'est pas possible. Et là, il y a un saut de foi à faire. Et je dois faire confiance que, peut-être qu'on va réussir à passer la mer Rouge. Enfin, on va quand même regarder si Momo y arrive là. Moïse. Donc il regarde, et dans le texte, Moïse va avec de l'eau jusque sous le nez, pour montrer aux autres que c'est faisable. Et là, ils se disent, bon, on peut peut-être y aller. Et puis, il a un bâton, il a un système technique, rudimentaire, certes, mais un système technique. Vous savez que je suis assez fanat de l'anthropologie de la technique, toute cette réflexion autour de la technique. Qu'est-ce que c'est un outil, en gros, hein? C'est un marteau jusqu'à un système de santé, quoi. C'est des outils, c'est un gros marteau, le système de santé, la monnaie, un gros marteau compliqué, mais c'est un marteau, quoi. Et ma question, c'est toujours la même, c'est qui est le maître de l'outil? Qui l'a façonné et qui en est le maître?